Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une figure majeure dont l'œuvre résonne particulièrement fort aujourd'hui. Eric Arthur Blair. Que tout le monde connaît bien sûr sous le nom de George Orwell. Exactement. Et comme on marque l'anniversaire de sa naissance, le 25 juin 1903, c'est l'occasion parfaite, je trouve, de revisiter un peu son parcours. Ah oui, tout à fait. Écrivain, essayiste, journaliste aussi. Son parcours est vraiment indissociable de ses engagements. Et ses engagements sont nés de ses expériences? Oui, on pense évidemment à La ferme des animaux, à 1984. Bien sûr. Et ce concept de Big Brother, qui est passé dans le langage courant. C'est fou, oui. Alors, pour comprendre l'homme, revenons au début. Né en Inde britannique, fils d'un fonctionnaire. Éducation anglaise très classique, Eton. Il a même eu Aldous Huxley comme professeur, figurez-vous. Ah oui, quand même. Et malgré un certain talent scolaire, on dit qu'il avait déjà un esprit un peu rebelle. Oui, on sentait déjà poindre une forme de non-conformisme. Et cette éducation, elle va le mener assez paradoxalement, ou peut-être logiquement, vu le contexte familial, lié à l'Empire, À s'engager où, ça? dans la police impériale en Birmanie, en 1922. Et ça va être une expérience absolument fondatrice pour lui. 5 ans là-bas. Il a dit plus tard que c'était ennuyeux, mais surtout révélateur. Qu'est-ce qui se passe pour lui en Birmanie? C'est le contact direct, brutal, avec l'impérialisme britannique. Il voit l'exploitation au quotidien. D'accord. Il y a cette phrase, je crois que c'est dans Une histoire birmane, où son personnage Flory dit quelque chose comme « Le fonctionnaire maintient le birman à terre pendant que l'homme d'affaires lui fait les poches C'est parlant. ». Voilà. Ça résume assez bien sa prise de conscience, je pense. Cette expérience va vraiment cimenter son anti-impérialisme. Il en ressort écœuré, en fait. Au point de démissionner. Exactement. Il démissionne en 1927 et il est déterminé à devenir écrivain. Mais les débuts ne sont pas faciles, j'imagine. Pas du tout. Il va explorer la pauvreté, d'abord à Londres, puis à Paris. À Paris. Oui, il travaille comme plongeur, rue de Rivoli. Imaginez le contraste avec Eton et la Birmanie. C'est radical, oui. On a l'impression qu'il cherche quelque chose, peut-être à expier son passé colonial. C'est très possible. Il a une forme de culpabilité, oui. Il explore ses marges, cette dèche, comme il l'appellera, et ça donne son premier livre publié sous pseudonyme, Dans la dèche, à Paris et à Londres, en 1933. George Orwell naît à ce moment-là. Et son engagement politique, lui, il se précise quand? Eh bien, justement, au contact de cette misère, et puis ensuite, en 1936, il va enquêter sur les conditions de vie des mineurs dans le nord de l'Angleterre. Pour le cas de Wigan. C'est ça. Et c'est là, face à cette injustice sociale flagrante, qu'il affirme vraiment sa conversion au socialisme. Un engagement qui va le mener encore plus loin, en Espagne. Oui, en pleine guerre civile, il rejoint les milices du POUM. Une organisation marxiste, mais anti-stalinienne, c'est important. Très important. Et cette expérience espagnole, c'est crucial. D'abord, il y a l'enthousiasme à Barcelone, cette espèce d'utopie révolutionnaire, une société sans classe qui semble naître. Une lueur d'espoir. Oui, mais très vite, c'est la douche froide. Les luttes internes entre factions républicaines, et surtout, il est témoin de la répression stalinienne contre le POUM. Il voit le totalitarisme à l'œuvre, y compris dans son propre camp, si on peut dire. Et ça le marque durablement. Profondément. Il est blessé à la gorge, en plus, et doit fuir l'Espagne clandestinement. De là, naît Hommage à la Catalogne. Et surtout, sa conviction qu'il faut écrire contre le totalitarisme, quel qu'il soit, et pour le socialisme démocratique. Ça devient sa ligne. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, comment se positionne-t-il? Alors il évolue, d'abord pacifiste, il adopte ensuite ce qu'il appelle un patriotisme révolutionnaire. Il s'engage dans la Home Guard, travaille pour la BBC. Ah oui, la BBC. Oui, tout en continuant à écrire. Il espère en fait que l'épreuve de la guerre va déboucher sur une révolution sociale en Grande-Bretagne. Une révolution fondée sur ce qu'il nomme la common decency. La décence ordinaire, l'honnêteté des gens simples. C'est ça, la solidarité des gens ordinaires. Et c'est dans cet état d'esprit, et avec l'Espagne en tête, qu'il écrit La ferme des animaux. Qui sortira seulement après la guerre. Oui, achevé en 1944, publié en 1945. Parce que critiquer l'URSS, qui était l'allié, c'était compliqué pour les éditeurs à ce moment-là. Ces dernières années sont assez sombres, non? Il perd sa première femme, Aileen. Oui, tragiquement. Ils avaient adopté un fils, Richard, et puis il y a l'écriture de 1984, son grand chef-d'œuvre dystopique. Écrit dans des conditions difficiles, sur l'île de Jura. Oui, il est déjà très malade, atteint de tuberculose. Il achève le livre en 1948, il est publié en 1949. Il se remarie en extremis avec Sonia Brownell. Et il meurt très jeune, en fait. Oui,
le 21 janvier 1950. Et conformément à ses vœux, il est enterré simplement sous son vrai nom, Eric Arthur Blair, sans mention de George Orwell ni de ses œuvres sur sa tombe. Incroyable parcours. Une vie où chaque étape, chaque expérience semble nourrir directement l'œuvre et la pensée. C'est exactement ça. La Birmanie, la pauvreté, l'Espagne. Tout cela forge son rejet constant de l'oppression, qu'elle soit impérialiste, sociale ou totalitaire. Il y a une cohérence remarquable. Et pour conclure cette exploration, au-delà des romans très connus, il y a aussi cette insistance chez lui sur l'importance du langage, non? Ah oui, c'est fondamental. Notamment dans son essai Politics and the English Language. Il explique comment un langage clair, honnête, précis est essentiel. C'est un rempart contre la manipulation politique. Une leçon qui reste, d'une actualité brûlante, on peut dire. Absolument. Face aux dérives actuelles du discours public, à la novlangue moderne, relire Orwell sur ce point, c'est plus pertinent que jamais.